portrait en mode paysage. Si, je le dis, faut être honnête. Ici, on est honnête avec la communauté. Du coup, petit live Twitch qui servira aussi de VOD pour YouTube. Donc, pour ceux de YouTube, bonjour tout le monde. Donc, récemment, on a eu une Treasure Cup à Strasbourg, un tournoi du coup de 21 joueurs. On était en format EB02. Et en top 3, on a eu 3 joueurs de l'équipe. Donc, je trouvais ça intéressant de faire des vidéos deck profile dessus. Donc, aujourd'hui, ça sera un deck profile sur Bonnie, joué par Bast, qui a fini du coup GG à lui, deuxième du tournoi. Il vous fait son deck profile et il vous racontera un petit peu son parcours Treasure Cup. Vas-y frérot, je te laisse la main. Donc je vous présente Bonnie, qu'on ne présente plus finalement. Le meilleur des decks verts, que je joue depuis OP07. Donc on va rappeler son effet. Pour un don, on épuise un personnage adverse ou un leader. Donc on va commencer par les Bonnie. Importante parce que c'est le searcher du deck, donc on passe pas dessus, on est obligé de la jouer. 3 killers pardon, puisque c'est une bonne carte je trouve à mon sens, qui coûte pas énormément, qui peut être récupéré par Bonnie et qui on block avec un don attaché peut faire piocher si on a 3 personnages ou plus. Donc les Don Quichotte Rosinante qui sont là pour empêcher un personnage reste d'être KO, donc par combat ou par effet. Donc même si ton adversaire l'épuise, il y a quand même son effet qui est intéressant. Ensuite, on passe sur le mid-game avec 4 carottes, 4 Cavendish et 3 smokers. Donc les 4 carottes qui sont là pour freeze des 7 ou moins. Donc freeze, c'est qui ne se remettra pas active à la prochaine refresh. Donc intéressant pour temporiser, justement pour contrôler le board. Le Cavendish qui permet d'avoir un avantage certain sur les dons, puisqu'on va chercher justement à avoir le contrôle des dons avec Bonnie, à avoir plus de dons possibles à utiliser. Donc c'est un play one attacking, les deux. Et le Smoker qui lui a Banish et Activate Main, on peut restand un don, donc un peu le même style que Cavendish, juste pour un don à remettre actif. Et qui est aussi une menace pour des decks jaunes à mon sens, ce qui permet de pas leur permettre d'avoir de la ressource en main là où ils cherchent à en avoir plus souvent avec des counters de mine ou des triggers. Pour le late game, donc on joue bien évidemment 3 kids. À mon sens 4 c'est trop, puisqu'on va chercher à avoir d'autres au cost en late game aussi selon la situation, et puis il peut être récupéré par Bonnie. Ensuite on va avoir 3 Shanks, donc les Shanks qui sont là aussi pour renverser la situation. Si on a un personnage adverse qui nous embête un peu trop, qui est attaqué ou qu'on a épuisé avec l'effet Bonnie, bam il arrive, il pose ses fesses et derrière il peut renverser la game. Moi je vais jouer 2 euros, puisque c'était aussi un peu la méta qui me poussait à en jouer 2, dans le sens où là sur la méta on avait des Shanks, on avait des Black Purple Luffy, on avait un Enel. Donc Enel clairement il peut pas le virer, donc c'est vraiment une menace, sachant que certains joueurs parfois retiennent leur attaque et vont pas chercher à attaquer, ça nous permet en fait de temporiser, de poser un 0, ce qui fait une menace en plus. Et je joue également un Doflamingo avec bien évidemment 2 Odie Jones. Donc là on peut se poser la question sur les ratios, en l'occurrence pour connaître un peu les joueurs sur la méta qu'il y avait à cette Treasure Cup. Je savais que Doflamingo, c'était pas forcément tout le temps nécessaire. Odie Jones c'est un finisher, et pour moi dans le sens où récupérer une vie ça coûte cher. Je trouve que son effet je peux le remplacer justement par certains effets des counters de mille que je vais vous présenter ensuite. Mais oui effectivement j'aurais pu tout simplement soit enlever un Shanks, mettre un deuxième Doflamingo ou un troisième Odie Jones, tout dépend en fait de la méta, c'est l'appréciation de votre situation, ou tout simplement enlever un Zoro. Et là je pense que c'est à l'appréciation de chaque joueur en fonction de la méta qui savent qu'ils vont affronter. Maintenant on va passer sur les counters 2000. Donc on va jouer 4 Apu EB01
Donc là, l'avantage, c'est que lui, pour un, il va baisser un petit cost. Donc je pense notamment au Shirahoshi des decks jaunes. On va jouer deux Apu. Donc deux Apu qui sont plutôt là pour faire joli, puisque bon, ils sont récupérés par Bonnie, et puis là, on va les remplacer par les X-Ray qui sont annoncés dans le prochain ST Bonnie. Pareil pour le Doflamingo, je me tâte encore à le laisser avec l'annonce du Beppo Hello, à voir comment évoluera la méta. Un autre counter 2000, donc tout aussi intéressant, donc Iso, c'est un peu notre Uzohachi version vert, qui lui donc épuise un 4 ou moins. Et l'avantage de ces deux, en fait, c'est qu'on peut les jouer via Kid. Mais sur Kid, on va plutôt chercher à jouer un Killer ou un Rosinante. Et si on a besoin vraiment d'assurer son board, on a aussi la Tashigi qu'on peut invoquer via Kid, mais généralement les Counter 2000, on va les garder pour protéger son Kid ou protéger une carte stratégique en mid-game ou en late-game. Et enfin, le dernier counter, donc les events A0 qui ont leur petit trigger, donc reste un cost 4 ou moins. Donc lui, il est intéressant parce que du coup, ça nous fait trash une carte. Donc si on a, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir 5 cost au cost dans la main, bah derrière, en fait, on a cette carte qui nous permet de nous défendre et en plus de trier un peu sa main et de virer les cartes qui nous embêtent. Donc voilà pour ma deck profile. Comme dit, c'est un deck assez polyvalent dans le sens où chacun a sa version de jouer, sa version qui va jouer, pardon. Donc chacun en fait devra connaître sa méta et en fonction ajuster ses ratios. Je pense notamment au cost parce que généralement les petits costs, les early, les mid, ils vont pas bouger, peut-être les smokers. Mais voilà, c'est tout. Moi je pense surtout au late. Si vous avez justement des conseils, n'hésitez pas parce que je suis encore en train de réfléchir à certains ratios. Pour mon parcours, donc il y avait 5 rounds. J'ai affronté d'abord Black Purple Luffy. Pas trop de difficultés puisque en fait il n'était pas très bien construit. Il lui manquait des cartes comme le Sanji cost 5 qui KO un cost 5 ou moins. Si on a un cost 6 ou plus sur le terrain. Les Kaido Rush. Donc voilà, il manquait ce genre de cartes stratégiques, donc j'ai pas eu de mal à instaurer mon board. Ensuite, le Vegapunk qui m'a donné un peu plus de mal. Là où j'ai réussi à assurer, c'est justement de ne pas attaquer Levi, mais plutôt attaquer son board dès que je pouvais. Le freeze avec des carottes, parce que notamment des carottes et des kits pour stabiliser mon board et temporiser. Et en fait, derrière, dès que j'avais plus de vie, j'ai commencé à attaquer. Sur la troisième partie, j'ai affronté un Green Purple Luffy qui a été compliqué et là où aussi j'ai eu beaucoup de chance puisque dès le début j'avais la Doflamingo en main, ce qui m'a permis de temporiser sur une game où il avait ses 2 Sanji Pudding, sa Luffy violette qui coûte d'ailleurs 40€. Donc là ça permet de temporiser derrière, d'achever une game, mais j'ai eu beaucoup de chance, on va pas se mentir. Quatrième match, j'ai affronté Ragnarok qui lui jouait Kid jaune. Très bon deck, pareil qui veut temporiser, mais derrière, là où aussi j'ai eu de la chance, c'est que sur mon dernier tirage, j'ai eu Odie Jones qui m'a permis simplement de rester son personnage qu'il a utilisé comme bloqueur. Donc c'est en ça que je me dis, en fait, augmenter les ratios, c'est important puisque selon les decks qu'on va affronter, on aura plus ou moins besoin d'une carte ou d'une autre. Donc pour le coup, sur cette Treasure Cup, j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai aussi réussi à bien jouer mon deck. Et enfin, en dernière game, j'ai perdu contre Don Fogo, alias Manu, qui jouait Enel. Donc là, la stratégie était bonne. Justement, j'ai pu poser le Zoro très, très tôt dans la game, dès que j'avais 9. Ce qui l'a un peu fait réfléchir. Il m'attaquait pas forcément tout le temps. Et juste moi, en fait, qui ai cherché à trop taper dans son board et pas assez dans ses vies, en pensant qu'il avait plus de triggers que ça. Mais en fait, tous ces triggers étaient restés dans le deck. Mais bon, vu le ratio que j'avais eu dans sa trash, je me suis dit qu'il n'aurait pas plus de rush que ça. Mais il a réussi à me terminer là-dessus, donc GG à lui, et je ne peux que m'améliorer maintenant. Donc voilà un petit peu ce qui est arrivé pendant ma Treasure Cup. Du coup, un score de 4-1, t'as fini deuxième sur 21 joueurs, franchement vachement honorable et pas démérité du tout. Comme dit déjà, merci pour ce petit deck profile et nous accorder ce temps pour raconter ton parcours sur la Treasure Cup. Si jamais en commentaire vous avez des questions un petit peu sur soit son parcours ou sur les ratios quelconques, n'hésitez pas à le demander en commentaire, je pense que ça ne le dérangerait pas du tout d'y répondre. À côté, comme dit justement, vu que je parlais de création d'équipe et que on a à peu près une dizaine en tête dedans, si jamais vous avez une decklist ou un leader en particulier sur lequel vous avez un deck profile, n'hésitez pas à le demander, surtout que Ragnar joue quasiment de tout et ça ne le dérangerait pas d'en faire une.
Donc voilà, n'hésitez pas à demander ça en commentaire si vous avez des retours à faire, mettre un j'aime. Enfin bref, l'outro un petit peu banal. En tout cas, merci à tous et à la prochaine pour Deck Profile, je crois, de Manu et de Ragnar. Bisous tout le monde!